Prête-moi ta plume. Sur l'écran noir de vos nuits blanches, Rachida Mansour vous fait du cinéma. sans pognon et sans caméra, vous dessinerez vos propres rêves. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume, une émission produite par Rachida Mansouf, réalisée par Zoubir Ketani. Prête-moi. Ta plume. Chères amies auditrices, chers amis auditeurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Toujours avec Malek Haddad et son deuxième roman, Je t'offrirai une gazelle, édité en 1959, à la demande de certains d'entre vous. Avec ce deuxième roman de Malek Haddad, vous allez voir que nous continuons dans les mêmes thématiques. Les amours impossibles entre Algériens et Françaises et l'histoire de l'écriture. Alors celui-ci a un double titre en réalité. Je t'offrirai une gazelle est suivi d'un autre titre, ou en tout cas de quelque chose qui en joue le rôle, ou en tout cas d'une phrase qui fait exergue de ce roman. Ne frappez pas si fort, je n'habite plus là. Ce roman a été dédié à Mariam et Jamal Ali Khoja, que je salue, et qui sont décrits comme les enfants du Petit Prince et du Petit Chose. Les romans de Malek Haddad ont été réédités par un éditeur constantinois, Mediaplus, et préfacés notamment par Mouloud Achour et Nejma Ben Achour, que je salue chaleureusement. Il a paru également une traduction de ces romans sous la plume de notre ami Mohamed Sari. Le livre, la version que je vais vous lire, c'est celle de la collection 10-18, parue en 1978. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Ce que c'est grand, le bon Dieu. C'est aussi grand que je suis seul. Je vois l'auteur comme une planche. Dans Paris qui n'en finit pas, il n'a pas la manière des gens de son métier. Il ne parle jamais pour dire des mots qui ne parlent pas. Les mots et lui, c'est la même chose. Et c'est quelque chose. Ça existe. Dans le bureau, quand il a posé le manuscrit, il n'y avait personne. Il est seul dans sa vie, l'auteur. Parce que lui seul peut mener sa vie comme on mène sa barque. Il ne voit pas les mots qui font de la réclame éclater dans le ciel. Il ne comprend rien que sa fenêtre. Et ses yeux, quelle différence! Si, quand même. On ouvre une fenêtre pour regarder dehors et ses yeux pour regarder dedans. Voir, c'est faire le mur. Il y a des vues courtes, comme il y a de courtes échelles. L'auteur a posé son manuscrit sur une table, près d'une gomme. À côté de la table, il y avait une corbeille à papier. Ce qui existe demeure. Les gommes et les corbeilles à papier attendent vicieusement le sabordage. Il suffirait d'un geste. Mais il a fallu tellement de gestes pour faire ce quelque chose qu'on appelle un roman. Car c'est quelque chose, une goutte d'eau dans l'océan. Il faut en tenir compte. L'orgueil du suicidé, c'est moins son besoin de s'affirmer en se supprimant que son naïf respect pour les gommes et les corbeilles à papier. La mort, ce n'est pas une goutte d'eau, c'est un caillou dans la mer. L'auteur a regardé un calendrier qui datait de l'année précédente. Il a pensé qu'il y avait beaucoup de jours dans une année. Quel escalier! Et puis ça recommence. Et puis ça recommencera. Il avait une conception verticale des choses.
Il avait tout appris sur un tableau mural dans son enfance. Il remarqua que, depuis l'invention des crayons à billes, l'absence d'encrier enlevait aux tables de travail leur vocation d'écriture. Le crayon à billes donne une sorte d'assurance incompatible avec la réflexion. Pour tracer un trait, il n'exige pas de règles. L'auteur, pour écrire, se servait d'un gros stylo aux joues pleines. Il aimait le remplir au hasard d'une panne d'idées ou d'encre, au milieu d'une phrase. L'auteur est un explorateur. Avec un crayon à billes, on n'a jamais de panne. Comment apprécier l'effort et s'en réjouir sans les signes habituels de l'épuisement? Du soleil désœuvré entrait par l'étroite fenêtre du bureau. Le soleil froissé n'allait pas plus loin que la corbeille à papier. De l'étage supérieur, un drapeau pendait comme une oreille malheureuse. La gloire est joyeuse. Il n'y avait pas de vent, pas d'Austerlitz, pas de pont d'Arcole. Le drapeau, dans sa tricolore tristesse, semblait un vieux guerrier à la retraite. L'auteur regarda sa montre sans lire l'heure. Il pensa qu'il n'avait plus rien à faire dans ce bureau et se dirigea vers la porte que gardaient des dossiers inutiles. Il jugea ces dossiers inutiles. Il jugeait inutile tout ce qu'il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas beaucoup de choses. On lui répétait qu'il était dans la lune. Or, il ne comprenait pas la lune. Bien convaincu cependant qu'il n'y avait pas de dossier dans la lune. Les morceaux de soleil désœuvrés avaient fini dans la corbeille à papier. Du soleil dans une corbeille à papier. L'auteur sourit. Son sourire le rendait sévère. Un jour, dans une poubelle, il avait remarqué une photo de mariage. La mariée portait une robe plus blanche que ce sourire craintif qu'on offre à ses espoirs pour les amadouer. Le marié, lui, était grave. Sourire et gravité. Enfants qui joueront demain, guirlande de tendresse, une main dans une main. Je t'aime, mon amour, ô pléonasme sacré, sourire et gravité. Pour finir, une pauvre photo dans une poubelle. Quelqu'un avait dû mettre de l'ordre dans ses papiers et trier ses souvenirs. Le manuscrit sur la table était sage comme un disque dans son enveloppe. L'auteur allait sortir quand il se souvint qu'il n'avait pas indiqué le titre, ni sur la page de garde, ni sur la chemise fanée du manuscrit. Il revint vers le bureau et traça en lettres majuscules « Je t'offrirai une gazelle ». Le manuscrit ne portait pas de nom d'auteur. Ce dernier, un jour qui se trouvait en lyrisme commandé, avait affirmé dans une revue que les bienfaiteurs du rêve voyagent incognito. Il se prenait peut-être pour un bienfaiteur du rêve. En vérité, il ne comprenait pas cette façon d'agir qui consiste à dire « c'est moi ». On dit « c'est moi ». Et puis on dit « c'est à moi ». On donne son nom à un enfant, mais heureusement, on ne l'appelle que par son prénom. L'hypocrisie patrimoniale que représentait un nom d'auteur sur une couverture le dégoûtait. Il n'était pas modeste. Il claqua la porte comme on referme un livre. Près de moi.
Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Gisèle Duroc interrogea tout le monde. Personne n'avait vu entrer personne. Ce jour-là, aucun manuscrit ne devait lui être remis. Quand elle réfléchissait, Gisèle Duroc était presque belle. On lui pardonnait son front trop grand, ses yeux trop pâles, et la petite moue qui faisait un arc de cercle au coin de sa lèvre et autour de sa cigarette. Elle fumait beaucoup. Quand elle réfléchissait, elle donnait l'impression de se battre avec ses idées, et la colère lui allait à merveille. Elle rajeunissait dans sa colère. La jeunesse est surtout belle chez ceux qui l'ont perdue, quand on ne l'attend plus. Être jeune, c'est à la portée du premier imbécile venu. Rajeunir, c'est là le tour de force, et c'est déjà du talent. Mozart, oui, Mozart, comme l'autre, mais celui-là s'appelait Bernard, Monsieur Bernard Mozart, alors que l'autre n'a pas besoin de prénom. Donc, Monsieur Mozart, le directeur du service de presse, sourit, mais ajouta. C'est un très bon titre. Il ajouta encore. Il aurait pu foutre son nom. Puis il caressa la moustache qu'il n'avait pas et téléphona. Il téléphonait comme un vicieux prise. Cela lui donnait l'impression d'être utile. Quand on considère que le téléphone est une invention relativement récente, on peut se demander à quoi se mesurait l'importance d'un chef de bureau lorsque cet instrument n'existait pas. Gisèle Duroc prit le manuscrit et l'ouvrit à la première page. Elle lut. « Ce que c'est grand, le bon Dieu ! C'est aussi grand que je suis seule. Je vois l'auteur comme une planche. » Elle se répéta. « Je vois l'auteur comme une planche. » Elle pensa. « Quelle idée! Comme une planche !»« Vous l'emportez ?» demanda M. Mozart. « Oui, je le lirai à tête reposée. » M. Mozart se caressait doucement ses idées de moustache. Il souriait toujours. C'était un homme triste. Qui avait déteint sur l'autre, de lui ou du bureau? Le bureau était triste.
Tous les bureaux sont tristes. Ils n'aiment pas le travail. Ils sont tristes comme des gares. Les gares, elles, ont une excuse. Elles ne voyagent jamais. Le téléphone et le soleil. Le drapeau à l'étage au-dessus maintenant s'agitait. Une voiture de pompiers, panicarde à souhait, répéta son affolement. Par la fenêtre, Gisèle Duroc vit les pompiers assis, sagement alignés, impeccablement identiques. Préparés, flegmatiques pour le rendez-vous de la catastrophe, les voitures de pompiers ressemblent aux jouets des enfants. Vers Sainte-Geneviève, un carillon détacha le ciel en 7 petits morceaux. Le ciel de Paris couvrait la ville, moutonneux, moutonnant, telles ces bâches fripées sur un manège lourd et immobile. La croix du Panthéon pointait son immortalité. Gisèle Duroc aimait Paris. Elle aimait Paris parce qu'elle n'en avait pas peur. Aimer Paris, c'est l'admettre. Elle s'y faisait, et Paris l'avait faite. Dans les rues, les trottoirs couraient. C'est la forêt. Le manuscrit sortait du sac étroit de Gisèle, porté en bandoulière. Paris mangeait son monde. Quelle idée! Comme une planche, se répétait madame Duroc. L'auteur est lourd. Il n'habite pas une maison bleue aux volets verts sur la colline. Les sentiers ne vont pas déhanchant leur paresse. Paris fait du bruit. Il y a toujours Paris. Il y a partout Paris à Paris. La rue qui tourne 4 fois. Le carrefour de l'Odéon. Danton montre le ciel. Dans le ciel, il désigne des nuages. Là-haut, ils sont au moins chez eux. Ils déchirent la lune. Le ciel pend en lambeaux violacés. Le vin rosé danse dans son ballon. L'auteur est loin. Monsieur Maurice est mélancolique. Il n'aime pas voir l'auteur se détruire. Il a lu un de ses bouquins. Il croit en lui, monsieur Maurice. L'auteur sait qu'il croit en lui. Le vin rosé, c'est le voyage. La prison bleue qui pleure aux sanglots des sirènes. Les rues ferment les bras. La rafle. Les agents de police sont armés. Tes papiers. Il ne faut pas tutoyer un homme. Il ne faut jamais tutoyer un homme. Parce que, ensuite, ça va très loin. Très loin. La torture commence par le tutoiement. Dans un coin du bistrot, un poivreau proclame « J'ai fait la guerre de 14. Il est saoul, mais c'est vrai qu'il a fait la guerre de 14. Je m'en fous. Tes papiers. Un agent de police demande à l'auteur. Qu'est-ce que tu fais? L'auteur explique. Je me saoule. Ce n'est pas un métier, ça. Faudrait pas se payer ma tête. L'auteur se demande. Combien peut bien coûter une tête pareille? Je suis écrivain. C'est donc fait ainsi un écrivain? Le policier n'insiste pas. On a embarqué celui qui avait fait la guerre de 14. Il n'est pas suffisant d'avoir fait une guerre pour établir une identité. La force est noire. L'auteur a eu peur. L'auteur sait qu'un destin, c'est l'aboutissement des enchaînements idiots. Une force aveugle ne dit pas sa puissance. Elle affirme son non-sens. L'auteur a eu peur, et cette peur l'humilie. Il ne pardonnera jamais
cette peur. Jamais. Il a cessé d'être celui qui comprend le chagrin des ruisseaux, celui qui sourit aux enfants. Il a cessé d'être l'auteur. On ne l'a pas respecté en lui faisant peur. On a profité de sa solitude. Et le rosé n'a plus le même goût. Monsieur Maurice a dû comprendre. Il a servi sans qu'on le lui demande. Il hoche la tête. Oui, il a compris. Devant son champ dévasté par la grêle, le paysan doit ainsi hocher la tête. La peur, c'est pire que la grêle. Que voulez-vous, commence Monsieur Maurice. Monsieur Maurice qui ajoute, si c'est pas malheureux. Et l'auteur n'ajoute rien. Dans cette guerre-là, pour connaître son ennemi, on lui demande ses papiers. Ah, bon. Vous êtes algérien. Mais qu'elle dise son nom, bon Dieu, qu'elle le dise. Je m'appelle la guerre. Je suis né le jour où l'insulte ne suffisait plus, où la patience ne suffisait plus. Ah bon, vous êtes algérien. Je connais un vieux mur du côté des Lucioles, à l'endroit des baisers, où les cailloux manquaient. Je connais un vieux chat que mes cousins battaient. Et puis Nadia. J'ai bien connu Nadia. Elle était petite et jolie. Elle portait des souliers rouges. Elle venait chez ma grand-mère. Nadia me regardait. Nadia était petite et jolie. Ah bon, vous êtes algérien. J'ai perdu un frère qui m'impressionnait beaucoup. Il savait tout, puisque c'était mon frère aîné. Et puis j'ai découvert près d'une rivière une fleur inconnue. Et puis les chiens du douar pleuraient la nuit. J'aimerais embrasser la fée de mes amours près des vieilles margelles qui attendent la lune. Ô vérité, dis-moi que tu n'es jamais nu, pauvre monsieur Maurice. C'est dur d'être français, hein, fit l'auteur. Monsieur Maurice a soupiré. Vers Saint-Germain, la rafle promenait ses tentacules. L'auteur avait de la peine pour monsieur Maurice. Quant à Danton, voilà belle lurette que la proximité de la comédie française laisse croire qu'il poussera du sel sur les gestes trop grands. L'auteur préfère nettement monsieur Maurice, qui n'aura jamais de statut. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume.
découvrit cette histoire comme on lave une vitre. Ce roman avait des yeux. Moulay aimait. Moulay aimait Yaminata. Yaminata aimait. Yaminata aimait Moulay. Là-bas dans le désert, quand la nuit a du talent, ils se voyaient au bout de l'oasis, près du cimetière qui ne dormait pas tout à fait. Les cimetières ne dorment jamais tout à fait. Ils ont des rêves à faire. Ils bannissent la mort. Je n'oublierai jamais Yaminata, qui ne savait pas embrasser Moulay. Je n'oublierai jamais Moulay, qui lui a pris les baisers sur un goût de blasphème aux confins des remords. Yaminata, la Terguia, la fille du Tassili des Hadjer, Moulay, le fils de Wargla, un prince ruiné. Son père avait possédé plus de palmiers qu'il n'y a d'illusions dans le cœur d'un poème. Puis le père était mort et naquit la misère. Moulay devint chauffeur dans une compagnie automobile transsaharienne. Il conduisait un vieux Lancia double traction, ressuscité par l'avarice d'un entrepreneur des cimetières mécaniques italiens à l'ossuaire de la ferraille. Il traversait le Sahara. L'auteur disait « Ô marin des étoiles, après le gassitouil, c'est toujours la chimère. La dune au Hanet, gardez l'infini à la porte de la nuit. Dune au Hanet en arabe, la délaissée. Sentinelle oubliée, comment savoir le mot de passe? Et Moulay touchait du doigt ce qui est grand. La piste a retrouvé le chemin des étoiles. Seules les étoiles ont assez de patience. Rien ne supporte le désert. Les oiseaux n'en veulent plus, les gazelles l'évitent, et les coquilles brisées des œufs d'autruche sont les vestiges d'on ne sait quelle fuite d'apocalypse. Les chameaux sont morts, les mirages désespérément se ressemblent, ils évoquent des îles en chapelet, archipels taciturnes. Pourtant, la piste a retrouvé le chemin des étoiles. Ô marin de mon cœur, c'est grand un homme, tu sais, c'est grand et pas grand-chose. C'est plus grand qu'un désert, c'est grand comme un amour, car il y avait Yaminata. Une femme, c'est encore plus grand qu'un amour. La vie, c'est encore plus grand qu'une femme. On n'est vivant que lorsqu'on aime, car il y avait Yaminata. L'auteur disait encore « Il y avait Yaminata, princesse bleue qui valait 20 chamelles blanches. Ses 17 ans riaient dans sa poitrine dure. Quand le convoi dépassait Serdelès à la frontière du Fezen, elle le savait. Au Sahara, tout se sait. Alors elle attendait que l'Orsar s'endorme, et par les ruelles assagies, elle allait vers le Coucoumen qui rougissait dans la nuit. Elle disait « Bonsoir, si Moulay. » Moulay disait « Bonsoir, Yaminata. » L'esclave soudanais qui veillait sur les seguiettes chantait les pirogues fabuleuses. L'eau riait sous les arbres. Les grenouilles étaient contentes. L'auteur disait encore « Je n'ai pas fermé les yeux pour rencontrer Moulay, pour rencontrer Yaminata. Je pourrais proclamer «
Ah, si le sable pouvait parler. Mais le sable peut parler. Comme on retrouve une photo, comme on relit un manuscrit. Un jour, je retournerai au Tassili des Hagères. J'irai vers le Coucoumène, à l'endroit des baisers. Parmi les 1000 et 1000 traces de pas, je retrouverai celle des pieds de Yaminata qui ne portait pas de nail. Le sable comme la neige me dira que je n'ai pas rêvé. Je veux témoigner d'un amour rassurant. Cet amour palmeraie inventa l'espérance. Les morts qui dorment au pied du Coucoumène n'ont pas de nom. Suprême discrétion. Le roman de leur vie n'est pas signé d'un nom d'auteur. Rien ne prouve qu'ils burent du lait et furent coquets. Je ne veux pas qu'ils disparaissent. Je suis le témoin de l'amour et je suis le gardien de la mort. L'auteur disait encore « Je suis le survivant des morts, je suis le témoin de l'amour. Le rêve est de rigueur, on l'appelle folklore. Rien ne peut disparaître. La flûte va plaider. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. L'auteur disait encore, avec des mots qui savent insister sur le cœur, Yaminata, un soir que l'on savait le bon Dieu sur la dune, ces mots qu'on peut garder toute une vie et toute une mort, dans le creux adouci d'une éternité, Yaminata demanda « Oh, Simolei, la prochaine fois, quand tu reviendras, je voudrais que tu me rapportes une gazelle vivante. Les gazelles ne sont des gazelles que lorsqu'elles sont vivantes. » C'était là de ces mots qui laissent une trace dans le creux adouci d'une éternité, comme les petits pieds de Yaminata enlaissés sur le sable. « Je t'offrirai une gazelle » avait dit Molei. L'auteur disait encore « Quand c'est trop beau, on a envie de pleurer. » Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Gisèle Duroc ferma là le manuscrit. Elle était prodigieusement gênée. Ce n'était pas un livre, c'était une confidence. On ne peut pas juger une confidence. On n'a pas à la juger. Les écrivains qui n'ont plus rien à dire inventent des histoires au fond de la pêche sous-marine, dans les profondeurs, blasés de leur habileté. Ils n'ont plus rien à dire
parce qu'ils n'ont pas compris la nécessité du silence. Ce silence qui permet le regard sur autrui. Ils existent trop. Leur nombril les encombre. Le téléphone sonna. Un téléphone, c'est comme un gosse qui pleure en réclamant son jouet. Il vaut mieux céder tout de suite. Allô? Oui. On dit toujours allô, oui. On ajoute toujours c'est toi? Allô? Oui. Je rentrerai tard. Non, non, rien de grave. Enfin, c'est important. Où ça? Aux sociétés savantes. Oui. Oui, oui, il y aura toute la bande. Non, non, pas Camus. Oui, il y aura Sartre, Bourdet. Oui, c'est ça, toujours les mêmes. Les sociétés savantes. Elles parlent trop. De la rue Danton à la place Saint-André-des-Arts, des paniers à salade attendaient que la réunion tourne au vinaigre. À l'intérieur, on écoutait beaucoup. Il faudra bien saluer ceux-là qui se levèrent. Ils ne comprirent pas tout, bien sûr, mais ils comprirent qu'il fallait dire quelque chose. S'il eût été plus efficace de faire quelque chose, il eût été plus vain de se taire. C'est toujours ça. C'est toujours ça de pris sur l'ennemi. C'est toujours ça de pris chez les amis. L'auteur s'assit au premier rang. Ce qui le frappa immédiatement, c'est qu'il y avait très peu d'Algériens dans la salle, et même qu'il n'en avait pas du tout, à l'exception de quelques intellectuels qui gardaient la nostalgie des manifestations de ce genre. Pourtant, il y a des Algériens à Paris, il y en a partout. Il y en a même qui ne savent plus très bien où ils sont. Près de l'auteur, un jeune homme prenait des notes. Dans des positions acrobatiques, un photographe semait son magnésium. L'auteur ne croit pas à l'efficacité des réunions. Les réunions ne font pas la force. Et puis, le peuple n'est pas là. Le peuple ne se réunit pas dans une salle. L'espérance est à la rue. Le micro, on a entendu de toutes les couleurs. Une voix a crié « Les bradeurs à la porte !» Une voix a crié « Le fascisme ne passera pas !» Une voix a crié « Mendes au poteau !» Une voix a crié « Thorez à Moscou !» Une voix a crié « Les paras au pouvoir !» Maintenant, l'orateur est un gros homme. Il parle avec beaucoup de sérieux. Il parle malgré la tempête, à cause de la tempête. Son discours n'est qu'un bruitage, les indications des haut-parleurs de la gare de M. Hulot. Il est là, sûr de lui, serein, décisif. Il n'hésite pas. Il pense par son parti. Il est grand comme son parti. C'est une fenêtre de son parti. L'auteur saisit des bribes lancées à la volée. La lutte du peuple algérien. Et Budapest, crie un excité. La classe ouvrière de France. Les Juifs en Judée, crie un hystérique cultivé. Il faut négocier. Vive Lacoste, souhaite une vieille fille aussi maigre que le monsieur en question est arrondi. L'auteur éprouve à l'écoute de ces voix le sentiment que l'on peut avoir à l'égard de voisins dont la générosité est suspecte de curiosité. L'auteur pense
Ah, en Espagne, on avait constitué des brigades internationales. Les amours platoniques, les remords, les mauvaises consciences, les signatures dans les escaliers des pétitions, l'auteur n'y croit pas. Il sait bien qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les phrases qui arrêtent les bras des assassins. Les chaises n'étaient plus assises. Quelqu'un avait lancé une grenade lacrymogène. Dans un brouillard roussâtre, l'auteur vit des danseurs frénétiques. Et ça vivait là-dedans. Presque heureux, ce monde-là. Les idées s'embrouillent dans le corps à corps de leurs supporters. L'anti-Mendes frappait sur le pro-Massu. L'auteur comprit pourquoi les quarts de police s'appelaient panier à salade. Et l'orateur parlait, parlait toujours. Le micro ne répétait rien, un discours aux vagues en vadrouille. Algérie française, Algérie française, Front populaire, Front populaire. Et puis, venant du large, la houle qui s'obstinait, le flux réclamait De Gaulle, le reflux acclamait l'unité. Unité, unité, les cocos en prison, les paras à l'usine. Unité, unité. Cet espoir, affirmé au milieu de tant de désordre, avait quelque chose de comique et de tragique à la fois. Les paradoxes tenaient meeting, les mots menaient le bal. Fusillé, Ben Bella, fusillé, Ben Bella. L'auteur sortit. La pluie fusillait les pavés. L'hiver qui s'enrhumait courait sur les trottoirs. Paris glissait. Un Paris couleur de poisson. De temps à autre, le vent rangeait les nuages et l'on pouvait voir dans le ciel retrouvé un croissant comme un emblème exilé. L'œil jaune de la porte léchait les policiers, triangle noir, triangle triste. Jean Duroc plia le discours qu'il devait prononcer et rentra dans la nuit qui s'effritait sur la ville. Il n'avait pas pu parler. Jean Duroc n'était pas content. Il remâchait des pléonasmes. « Ces salauds de fascistes !» murmurait-il entre ses dents. « Ces salauds de fascistes !» Le matin, l'oasis sentait le pain mouillé. On dira ce qu'on voudra, mais ce pays existe. La Cacousse était bleue et sa pierre brillait. Comme le pan d'une robe trop lourde et trop longue, les rochers finissaient sur le sable qu'ils délimitaient impeccablement. Moulay et son graisseur Ali devisaient. La journée serait chaude. 2 cercles concentriques entouraient le soleil qui tremblait. D'une curieuse pipe de roseau et de fer blanc, dont le tuyau plongeait dans un petit réservoir d'eau, parfumé à la rose, Moulay tirait de longues goulées de kiff. L'eau clapotait doucement dans le minuscule récipient. Puis c'était le tour de Ali. La fumée était violette, les yeux brillaient, la drogue se promenait dans les idées. Le camion attendait. On partirait le soir. Les vents de sable étaient à craindre. Janvier qui s'achevait les appelait. Pendant des semaines, le sable quitterait son lit.
l'air serait sec, irritant. C'était très loin, de l'autre côté du temps, au tout début des temps, à la première page du monde. L'antenne de radio du fort militaire se raccrochait à l'univers, mât fragile d'une guitoune immense, bleue. L'antenne était seule, vulnérable intelligence des hommes. L'esprit s'équipe. Zinder, Gao, Radamès, Tripoli, Ouargla, Tamanrasset, Alger. Ces noms, ce vocabulaire d'Afrique, entré en point, en tiré, à l'écoute d'un autre temps, d'un autre monde. Seulement, cette antenne pour soutenir et défier le ciel, Rat, Zinder, Gao, Tripoli, entré en point, en tiré. Le camion était petit. Pourtant, roue après roue, il aurait raison du Sahara. Il était petit comme une boîte d'allumettes. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec une boîte d'allumettes. La journée se passa à vérifier le moteur et faire des provisions. Vers 7 heures, alors que la Cacousse pénétrait dans le soir et que le Coucoumen s'incendiait, que le soleil montrait toute sa puissance à l'instant de dormir, comme un maître donne ses instructions avant de s'absenter, Moulay coupa par le lavoir derrière l'infirmerie et s'enfonça dans l'oasis en direction du cimetière. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Des Soudanaises chantaient. Les tourterelles s'appelaient. Les fuseaux violacés des bananiers pendaient dans la débauche d'une symphonie verte. Les ségiates roucoulaient. Les murs d'argile émeraude s'enlaçaient à l'infini. Des miniatures de poules couraient dans les chemins de sable rouge. Ce pays est une image. On dira ce qu'on voudra, mais ce pays existe. Moulay hâta le pas. Il laissa derrière lui la mosquée de style soudanais, collée au donjon rouge d'un fort que les Turcs construisirent en 1911. La place du marché, encadrée de galeries recouvertes de palmes séchées, était presque déserte. Seules quelques vieilles femmes étaient accroupies au pied de sacs de poils de chameau. Aux problématiques acheteurs, elles offraient ces lézards nommés taubes, dont ici l'on mange la queue, et des fagots de bois maigre et nerveux. Moulay croisa le lieutenant Masson, suivi de son chien, un énorme chien aux poils roux. Des lébesses sans fin et sans conviction furent échangées. Moulay n'aimait pas rencontrer le lieutenant Masson. Le lieutenant Masson regardait avec ses oreilles. À nouveau, ce fut la palmeraie. Les dunes vagues, molles, venaient mourir sous les arbres. Le cimetière veillait toujours. Près de la Guelta, Yaminata attendait, petite,
et bleu. Elle disait à Moulay: Si Moulay, mon Seigneur. Moulay lui disait: Benti, ma fille. Ils se parlaient en arabe, car Moulay ignorait le tamashek. L'auteur ajoutait encore: Je sais qu'ils étaient très émus et qu'ils parlèrent de la gazelle. Mais Yaminata disait aussi que le lieutenant Masson venait trop souvent voir son père, accompagné de Kabesh, le secrétaire du commandant à l'annexe. Elle n'aimait pas Kabesh. Lui aussi regardait avec ses oreilles. C'était un arabe qui n'était pas du sud. Un arabe que tout le monde craignait et que tout le monde saluait. On voyait le silence à 100 lieues à la ronde. Les étoiles arrivèrent. Moulay quitta Yaminata. Yaminata écouta longtemps rouler le camion qui partait sous la nuit comme une chenille bavarde. Longtemps. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Je vous souhaite une bonne nuit en attendant de vous retrouver demain. Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Zouber Ketani. Prête-moi ta plume. بكيتني بدمع سالات من العين سالات سالات حرقت الخدين بكيتني بدمع سالات من العين سالات سالات حرقت الخدين بدلتي اللباس ودخلتي فاصل جديد نسيتي حبيبك تبعتي هوا الربيع بدلتي اللباس ودخلتي فاصل جديد نسيتي حبيبك تبعتي هوا الربيع غير ما تبكيش غير ما تبكيش غير ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش لا لا ما تبكيش لا لا ما تبكيش لا لا ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش كل شي ما صار نسيتي 10 سنين فيني أنا في نهار ريحة الياسمين كل شي ما صار نسيتي 10 سنين فيني أنا في نهار ريحة الياسمين بالماء البارد طفيتي لي ناري رضيتي هرمات ذاك القلب اليتيم بالماء البارد طفيتي لي ناري خديتي هرمات ذاك القلب اليتيم غير ما تبكيش غير ما تبكيش غير ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش لا لا ما تبكيش لا لا ما تبكيش لا لا ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش
ما دار فيا وانتي ما دارية بيا. فراقك زاد كيا على كيا نسف رماد اللي بيا جمارك باقيين في عينيا. نشوف فيك صبحة وعشية صبحة وعشية صبحة وعشية.